Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Je commence avec Vers le phare de Virginia Woolf qui se passe en Écosse et où on suit dans une maison d'été une famille, la famille Ramsay, qui sont accompagnés d'un groupe d'amis. Et on va voguer principalement dans les pensées de Mrs. Ramsay le plus souvent, bien qu'il y ait également d'autres personnages qu'on va suivre. Et ce livre est aussi l'occasion pour Woolf d'évoquer un petit peu son enfance et ses souvenirs. Alors Virginia Woolf, c'est pas une auteure qui est que je trouve très facile à aborder. Je connaissais Mrs. Dalloway, que j'avais bien aimée. Son écriture, elle est au cœur des pensées des personnages, elle est au cœur de leurs émotions, de leurs désirs, de leurs frustrations. Et ce qui fait que c'est très étonnant parce qu'on a l'impression de suivre en continu le flux de conscience de ces personnages, leur flux de pensée. Et on peut être amené très subitement à passer d'un personnage à l'autre, d'une pensée à l'autre, sans qu'on y voit forcément de lien cohérent. Elle respecte vraiment les conventions du roman, c'est-à-dire qu'on n'a pas une narration qui est très classique, d'autant plus qu'il ne se passe pas grand-chose en fait dans ces ouvrages en général. Vers le phare, c'est simplement l'histoire d'une promesse et de ce qui se passe 10 ans après. Et ça peut être déroutant, d'autant plus que Woolf utilise beaucoup le discours indirect, le discours rapporté, donc pas forcément toujours accessible au premier abord. Je trouve aussi que dans cet ouvrage, on a vraiment une impression continue de flou en fait parfois. Comme on passe très vite d'une idée à une autre, on n'a pas forcément eu le temps de se préciser les contours de telle pensée, de telle chose, de tel objet, et on passe déjà à autre chose. Et c'est marrant parce qu'à un moment donné dans le livre, le personnage de Mrs. Ramsay se regarde dans le miroir et on ne voit pas son visage en fait, il est flou également. Donc on sent aussi un petit peu de ces impressions, je trouve, un petit peu impressionnistes, qui jouent un petit peu là-dessus aussi. Et puis d'ailleurs même dans l'ouvrage, il y a un personnage qui est un peintre, le peintre Lily, et elle peint de cette façon-là aussi, semble-t-il. Woolf, elle a une écriture aussi qui est lumineuse, que je trouve vraiment très poétique, et ça c'est quelque chose que j'aime dans ses romans, parce que bien qu'on ne soit pas forcément toujours je me sens pas toujours très investie dans ce qu'elle dit, il y a des moments qui sont tellement beaux, tellement poétiques, que finalement ça reste très intéressant de découvrir comment elle amène les pensées et les flux de ces personnages. Autre chose que je trouve intéressant, c'est qu'on suit principalement des personnages féminins dans cette histoire qui sont un petit peu perdus au milieu de tout ce que les hommes leur disent et de tout ce qu'ils leur affirment. C'est-à-dire que on voit clairement dans Vers le phare que les hommes sont persuadés de tenir la science que les hommes sont persuadés de tenir la science intellectuelle et la science culturelle et qu'ils pensent que les femmes ne peuvent pas y accéder. Et c'est dit de façon vraiment très explicite à plusieurs moments. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est dit de façon un petit peu piquante, un peu mordante, et on sent que Virginia Woolf était très critique vis-à-vis des autres romanciers masculins de son époque. Peu de temps après, je me suis lancée dans la lecture de Monday or Tuesday, qui est un recueil de nouvelles de Woolf aussi. Je l'ai lu en anglais, c'est pas forcément le truc le plus facile que j'ai lu clairement, et je pense être passée à côté de pas mal de choses. Cependant, il y a deux nouvelles qui m'ont bien marqué dans ce recueil. Il y a A Kew Garden. Comme je vous disais auparavant, les inspirations impressionnistes, eh bien on les retrouve vraiment dans cette nouvelle, puisque c'est un pur moment de poésie où on va suivre plusieurs personnages qui se déplacent dans un grand jardin. Quand Woolf décrivait ce jardin, je voyais vraiment des peintures de Monet en fait derrière, donc je trouve que c'était vraiment une très belle nouvelle. Il y a également la nouvelle A Society, qui est une nouvelle assez drôle, puisque ce sont des femmes qui cherchent à comprendre, à savoir pourquoi les travaux des hommes ne sont jamais critiqués, et elles décident donc d'enquêter de leur côté. C'est drôle, c'est mordant, c'est une réflexion très intéressante sur les travaux des femmes et le fait que les travaux des hommes ne sont jamais critiqués. Et je pense qu'à l'époque ça avait dû faire pas mal de bruit parce que ça peut être pris sur un ton, je pense, assez provocateur. Tous végétariens, qui a un corpus de textes autour du végétarisme et pas du végétalisme, je préfère le préciser. Dans ces textes, on va retrouver les descriptions des repas des personnages, les raisons qui amènent certains à ne pas... des raisons qui font qu'on ne pourrait ne pas vouloir manger de viande, ou encore des descriptions des conditions animales. C'est un regroupement de textes très variés avec des genres et des époques très différentes. On a du Platon, du Lamartine, Thoreau, du Rousseau, du Lévi-Strauss. Je ne suis pas d'accord avec certaines raisons qui sont évoquées par contre dans certains textes. Par exemple, dans un texte où Plutarque explique pourquoi on ne devrait pas manger de viande. Pour lui, c'est une question de pureté en fait. On ne mangerait pas de viande parce que sinon on deviendrait impur. Bon, il va de soi qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas vraiment un argument qu'on peut avancer pour être végétarien, mais bon. Je trouve cependant qu'il manque des essais qui sont plus récents. Je suis notamment déçue de ne pas avoir eu d'extrait de La libération animale de Peter Singer. Je ne l'ai pas lu, mais j'aurais aimé justement trouver des extraits dedans.
Voilà, sinon je trouve que c'est intéressant, je me rends compte que le format d'avoir un corpus de texte autour d'un thème est vraiment intéressant, donc si vous connaissez d'autres ouvrages de ce style avec pas forcément le thème du végétarisme mais d'autres, je suis assez intéressée. Cinéma et autres nouvelles d'Antonio Tabucchi. Alors c'est un auteur qui est contemporain, qui est décédé en 2012. Et dans ce recueil de 3 nouvelles, je dois avouer que j'ai pas été particulièrement marquée par les 2 premières. La première, c'est l'histoire d'un mécanicien qui travaille sur une automobile et un couple de riches personnes vient le voir pour louer la voiture, je crois, ou l'acheter, pour participer à une course. Et le mécanicien s'éprend de la femme de l'homme qui veut acheter la voiture. La deuxième histoire, c'est un voyage en train vers l'Inde où 2 hommes se rencontrent et commencent à discuter de leurs histoires respectives. Et la dernière, donc cinéma, c'est l'histoire de 2 stars qui se retrouvent après des années après leur succès et qui vont rejouer dans le film qui justement les a fait connaître au grand public. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette nouvelle, c'est que visiblement ces 2 personnes se sont aimées auparavant. Elles jouent un couple dans le film et du coup on a un petit peu l'entremêlement de leurs sentiments réels et des sentiments qu'ont leurs personnages dans le film, que je trouve assez savoureux. Mais dans l'ensemble, j'avoue ne pas avoir été particulièrement transcendée par cet ouvrage. Ça se lit bien, le style est sobre, j'aime bien, mais pas plus marqué que ça. On passe à de la littérature japonaise avec Junichiro Tanizaki, Un amour insensé, qui nous parle de Joji, qui est un trentenaire japonais, donc, qui est un ingénieur, un homme très propre sur lui, qui incarne un petit peu, je dirais, le Japon traditionnel des années 20 au Japon. Et il va s'éprendre d'une jeune serveuse, Naomi, qui a 15 ans, et qui souhaite être une femme moderne. Joji décide de la prendre sous son aile pour un petit peu l'éduquer, pour la parer, en faire un petit peu sa poupée, on pourrait croire. Donc comme je disais, Joji, il incarne vraiment ce Japon traditionnel qui veut s'occidentaliser, se moderniser, ou qui semble en tout cas vouloir s'en approcher. Et Naomi, eh bien justement, elle incarne cette modernité. Elle est décrite comme un personnage qui ressemble d'ailleurs à une actrice européenne ou américaine, je ne sais plus. Mais elle est traitée de façon très péjorative. C'est-à-dire que si on croit au début que Joji va en faire un petit peu sa poupée, sa Galatée comme un Pygmalion, bien vite on va voir qu'en fait Naomi est très rusée, très opportuniste et aussi inconstante. Elle est décrite comme vulgaire par Joji à certains moments et on sent que par là Tanizaki, c'est pour lui une façon de se moquer de ce Japon traditionnel qui veut absolument se moderniser à tout prix. Ce roman vraiment ça a été un vrai régal, une vraie découverte pour moi parce que c'est le premier roman de Tanizaki que je découvre. J'avais un peu peur au début parce que bien sûr le roman il a une forme de perversité puisqu'on parle quand même de personnages qui ont un écart d'âge assez important puisque Joji a 30 ans, Naomi en a 15. Et pourtant, la façon dont ils se manipulent l'un et l'autre, l'un plus que l'autre d'ailleurs, c'est vraiment rondement mené. Je trouve le récit est passionnant. On a vraiment envie de savoir ce qui va se passer, comment les personnages vont évoluer, vers quoi, comment leur relation va se développer. Et puis les réflexions de Joji sur Naomi sont à la fois passionnées, sont à la fois amères, sont à la fois... Enfin, vraiment un mélange des deux qui est assez subtil et bien écrit. Enfin, vraiment, c'est une grande découverte pour moi, Tanizaki. J'ai très envie de continuer à lire ce qu'il a pu faire. Parce que je trouve que c'est très bien écrit. Pourtant, j'avais vraiment des doutes quand j'ai lu le résumé au début. Donc vraiment, je vous invite à découvrir. Toujours un petit peu sur le couple marié d'August Strindberg, qui est un gros recueil de récits et de nouvelles autour du mariage, autour de la vie de couple, qui est un ouvrage plutôt pessimiste, bien qu'il comprenne des moments plus tendres et plus heureux. Strindberg est un auteur suédois du 19e, donc c'est un style, on va dire, classique du 19e, que j'ai bien aimé. C'est un ouvrage qui, je trouve, est très pessimiste sur l'amour, puisqu'il parle donc de ses désillusions, de la passion qui se fane et aussi de toutes les institutions qui encouragent le mariage et qui sont critiquées. Je me suis renseignée un petit peu sur Strindberg parce que vu la façon dont il parle de l'amour, de cette façon aussi pessimiste, je me suis dit il a dû vivre des choses dans sa vie qui font que... Et visiblement je me suis pas trompée puisqu'il s'est marié 3 fois, apparemment c'était quelqu'un qui était assez frustré dans sa vie et ça se voit vraiment dans l'ouvrage, je vais vous expliquer pourquoi. Il a parfaitement conscience de la condition des femmes, du rôle dans lequel elles sont prisonnières dans le mariage, mais aussi du rôle que les hommes sont obligés d'avoir. Il y a une nouvelle où il parle justement d'un jeune homme
qui voudrait faire telles études, qu'il voudrait, je sais plus, je crois qu'il veut faire des études littéraires, et son père lui dit non, tu seras militaire, tu suivras le cursus de ton frère. Et il a aussi parfaitement conscience du rôle des femmes, puisque il évoque la volonté d'émancipation de certaines femmes. Il parle de femmes qui veulent travailler indépendamment, qui veulent ne pas avoir d'enfants. Donc on se dit c'est intéressant, c'est bien, il prend en compte le point de vue des femmes. Pour quelqu'un du 19e, ça paraît assez étonnant et intéressant. Donc il commence ses nouvelles en prenant le point de vue des femmes, en se plaçant de leur côté. Et finalement, il retourne toujours la situation pour nous montrer qu'en fait, finalement, c'est l'homme la victime. C'est l'homme qui doit faire face à la femme vénale, à la femme frigide, à la femme hystérique. Toujours. Et c'est là qu'on sent une vraie frustration chez Strindberg, qui est un petit peu risible aujourd'hui, en fait. Oui, c'est un homme du 19e qui écrit de façon misogyne sur des femmes, oui. Donc je pourrais ne pas me formaliser dessus, sauf que du coup je trouve que c'est très absurde de lire ça aujourd'hui et c'en est vraiment, je disais, ridicule, assez risible. Donc et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressée à sa bio après, parce que je me suis dit c'est quand même bizarre qu'elle soit si frustrée dans sa vie quoi. Donc voilà, je ne suis pas très impressionnée par ce qu'a écrit Strindberg dans cet ouvrage, je trouve que c'est pas très intéressant de lire ça aujourd'hui, j'ai l'impression. Je dois avouer que j'ai sauté quelques nouvelles parce que vu la taille du truc, bon. Et puis c'est assez répétitif, il y a beaucoup de nouvelles qui se ressemblent, beaucoup de thèmes qui reviennent, donc toujours cette frustration de l'homme comme éternelle victime qui reviennent. Donc voilà, je ne suis pas très convaincue par Strindberg, peut-être que je lui laisserai une deuxième chance avec un ouvrage qui ne parle peut-être pas de mariage et d'amour, peut-être que ça ira mieux. Mais voilà, je ne conseille pas particulièrement cet auteur. Je termine sur une note très positive avec Robert Louis Stevenson et L'île au trésor, qui est un grand classique. J'ai d'excellents souvenirs de Dr Jekyll et Mr Hyde, bien que lointains, mais j'avais de bons souvenirs de suspense et de mystère, et j'ai vraiment retrouvé ça dans L'île au trésor. C'est un roman d'aventure qui nous plonge dans un monde de pirates et de mystères, et qui a bien entendu inspiré plus d'une fiction par la suite. C'est très prenant, vraiment Stevenson pour moi, il a une maîtrise du suspense, une maîtrise des personnages qui sont à la fois terrifiants, à la fois mystérieux et réalistes, et qui m'impressionne beaucoup. C'est une lecture qui est aussi très accessible, puisqu'à la base c'est un roman qui a été écrit pour la jeunesse, et qui est par la suite devenu culte. Donc pour moi, clairement une base solide pour commencer une aventure d'outre-mer. Et je vous recommande franchement, et sincèrement j'aime beaucoup le style de Stevenson, j'ai envie de lire d'autres choses de lui parce que bon, il est très connu pour Dr Jekyll et Mr Hyde et pour L'île au trésor, mais il a écrit apparemment d'autres histoires qui ont l'air tout aussi intéressantes et dans des styles assez différents également. Voilà pour cette vidéo lecture, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces ouvrages ou si vous en avez d'autres à me conseiller, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!